Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire d'Aerospace Valley. Je suis Fabienne Davran, donc certains d'entre vous me connaissent, beaucoup je pense, mais voilà, je travaille au pôle Aerospace Valley et je m'occupe d'Europe, de financement européen. Voilà, je suis également membre du PCN Transport, donc point de contact nationaux pour le transport sur le programme Horizon même. Aujourd'hui, donc, je suis accompagnée de mes consoeurs, collègues, donc Jennifer et Kathleen, qui sont de l'équipe communication animation et qui nous aident en support technique sur ce webinaire, et Marie-Laure Cousy, qui est ma consoeur homologue qui s'occupe de financements régionaux et nationaux, mais qui est là pour m'aider notamment à administrer les questions que nous aurons en fin de webinaire. Alors, quelques mots rapidement et ensuite nous allons couper la webcam de façon à gagner un petit peu préserver de la bande passante pour une meilleure écoute de tous. Donc, je vais la logique du webinaire, comment ça va se passer, la logistique. Donc, je vais vous présenter donc le programme Horizon Europe dans les grandes lignes, ainsi que les partenariats européens qui donc vont graviter dans ce programme cadre sur environ une quarantaine de minutes. Et ensuite, nous aurons un temps imparti aux questions-réponses, donc sur une vingtaine de minutes. Donc, je vous invite à poser vos questions par le chat, auquel vous pouvez accéder sur le bas à droite de votre écran. Vous posez vos questions et donc au fil de l'eau, quand elles vous viennent, et j'essaierai d'y répondre donc en fin de présentation grâce à l'aide de Marie-Laure. Et ensuite, sachez que vous recevrez à l'issue de ce webinaire, donc j'ai marqué dès le lundi prochain, ce sera peut-être dans le courant de la semaine prochaine, mais vous recevrez notamment la présentation aujourd'hui. Voilà, je laisse donc Jennifer couper la vidéo. Voilà, donc je vais commencer ma présentation. Donc, comme je vous le disais, donc, je vais vous présenter Horizon Europe, le futur programme cadre de recherche, développement et innovation de la Commission européenne. Je vais faire un petit focus sur les clusters du pilier 2. Je vais vous parler aussi du pilier 3 et ensuite, je vais vous parler donc des partenariats européens. Alors, tout d'abord, un mot sur la vision européenne. Donc, l'Union européenne a défini un certain nombre de Sustainable Development Goals pour un avenir durable, équitable et prospère pour les citoyens de l'Union. Excuse-moi, je crois qu'il y a un problème. Ça passe pas. Ah, ça passe pas. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, petit problème. Donc, j'espère que vous voyez bien la planche. Donc, je vous disais, donc l'Union européenne a défini donc 17 buts donc de développement durable, voilà, pour les citoyens européens, qui sont basés sur des valeurs principales qui sont la lutte contre le changement climatique. À noter que quand même cette lutte, il y aura 35% de l'objectif budgétaire qui sera en lien avec cet objectif. Bien sûr, des objectifs liés au développement durable et derrière tout ça, il y a aussi la volonté de renforcer la compétitivité et la croissance de l'Union. Donc, vous avez ici l'ensemble des goals, je ne vais pas m'étaler dessus, mais voilà, c'est important quand même de les connaître. Un petit mot sur les compétences en matière de recherche et développement dans l'Union. Donc, l'Union européenne, c'est quand même 7% de la population mondiale, 20% de la R&D mondiale et un tiers des publications scientifiques de haut niveau. En revanche, au niveau des entreprises de l'Union européenne, on constate qu'elles n'investissent en R&D que sur un pourcentage de 1,3%, ce qui nous met quand même très en retrait, notamment bien sûr des États-Unis, du Japon ou de la Corée. Donc, c'est un constat fait par la Commission européenne que l'Europe donc a encore beaucoup de marge de progression pour transformer vraiment ces atouts en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. Alors, la Commission européenne, en préalable de ce programme cadre, a défini un certain nombre de missions de recherche et d'innovation
et donc à créer un portfolio d'actions qui sont interdisciplinaires, qui seront amenées à évoluer sur le programme cadre. Donc, l'objectif de ces missions, c'est vraiment d'apporter des solutions à certains des plus grands défis auxquels le monde est confronté, donc a fortiori les citoyens de l'Union européenne. Ces missions, elles ont été définies aussi parce qu'elles ont un fort impact pour la citoyenneté européenne et pour les décisions politiques. Il y aura des mission boards qui seront composés de 15 membres indépendants, experts, nommés par la Commission européenne et qui vont aussi regarder un peu comment ces missions sont accomplies. Il faut noter que certaines de ces missions vont être programmées dans le pilier 2, notamment du programme Horizon Europe. Donc, vous avez ici les missions qui ont été définies donc, pour le démarrage du programme cadre. Donc, on a une mission liée à l'adaptation au changement climatique et qui inclut d'ailleurs tout ce qui est transformation sociétale. Une mission sur les océans et les mers, une mission sur le cancer, une mission sur les smart cities et des smart cities qui seraient aussi climatiquement neutres et une mission sur tout ce qui est agriculture et sol. Alors, au niveau du programme de la construction, à proprement parler du programme Horizon Europe, vous voyez que les discussions ont commencé dès l'été 2019 entre États membres et avec consultation aussi de quelques stakeholders européens. Et c'est là donc qu'ont été élaborées à cette période-là donc les missions de recherche et innovation. Puis, à l'automne, il y a eu la première session des Research and Innovation Days en septembre qui ont permis aussi de co-créer ce programme cadre, des échanges entre la Commission et le Parlement européen, le lancement de la nouvelle Commission européenne d'Ursula von der Leyen et l'approbation du document clé qui régit, en fait, qui va permettre l'implémentation du programme cadre, qui est le plan stratégique. En 2020, il y a eu donc l'élaboration du draft de Work Programme Horizon Europe sur la base de ce strategic plan et on prévoit donc ces Work Programmes du programme cadre donc sont en cours d'élaboration. On a déjà des drafts qui circulent, qui sont quand même pas aboutis. Le but, c'est d'arriver à l'aboutissement de ces Work Programmes d'ici la fin de l'année, pour en 2021 donc lancer officiellement le programme Horizon Europe avec des premiers appels qui vont arriver au premier semestre 2021. Donc là, on ignore si ce sera plutôt mars ou plutôt juin, mais bon, ça devrait les choses devraient s'affiner dans les semaines qui viennent. Programme Horizon Europe, donc c'est le programme cadre de recherche d'innovation, donc le PCRI, qu'on traduit par Framework Program en anglais. Donc, il va s'étaler entre 2021 et 2027. C'est le successeur d'H2020 que la plupart d'entre vous déjà connaissent. Il est structuré de la même façon qu'H2020. En fait, il se construit sur 3 grands piliers avec une action transversale. Donc, ces 3 grands piliers, vous les avez ici. Je vais y revenir plus en détail dans quelques minutes. Il va fonctionner sur des modèles d'appel à propositions qui sont ouverts et concurrentiels. C'est une compétition. On va retrouver, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec H2020, on va retrouver les actions qu'on avait déjà dans H2020, donc les Research and Innovation Actions, les Innovation Actions et les Coordination and Support Actions, qui sont en gros les principaux types de projets qu'on va trouver dans le programme. Et globalement, on va rester sur des règles de participation et de financement très proches de celles d'H2020. Pardon, j'ai été trop vite. Voilà. Alors, au niveau du budget, donc, il faut comprendre que ce budget d'Horizon Europe, en réalité, il est inclus dans le budget global de l'Union, qui est donc un budget pluriannuel. Donc, au départ, la Commission avait demandé avait fait la demande d'un budget de 94,4 milliards d'euros. Puis, l'atterrissage à ce jour est donc à 80,9 milliards d'euros, 75,9 milliards d'euros, plus 5 milliards supplémentaires qui viennent du plan de relance, donc qui s'appelle Next Generation EU et qui a fait suite à la crise Covid. Bon, on est quand même en hausse par rapport à H2020 qui était valorisé à 77 milliards d'euros, même si finalement ce qui avait été demandé par la Commission a été revu à la baisse. Donc, le 29 septembre dernier, il y a eu un accord politique de principe au niveau du Conseil de l'Union sur
le programme Horizon Europe en termes de contenu, de règles de participation, de règles de financement. Actuellement, ce qui est en discussion, c'est le découpage budgétaire par pilier et par programme à l'intérieur des piliers, qui est actuellement en cours de discussion, de négociation. Bon, vous voyez ici sur ce schéma que globalement, ce qu'on peut dire, alors ça reste des données à confirmer néanmoins, mais on pense que voilà, le gros du budget va être quand même affecté sur le pilier 2. Vous avez ici donc l'évolution de ces chiffres. Voilà. Je précise donc Horizon Europe, vous l'avez sur la première ligne, mais vous voyez qu'il y a aussi d'autres programmes qui sont importants, qui ont donc l'Europe numérique, Digital Europe, qui sera doté de 6 milliards d'euros, le Fonds de défense européen, qui sera doté de 7 milliards d'euros, et le programme Espace, qui sera doté de 13 milliards d'euros. Alors, ici, une petite planche pour vous montrer, en fait, entre Horizon 2020 et Horizon Europe, quelles vont être les nouveautés. Alors, des nouveautés, finalement, ce n'est pas tellement des nouveautés, c'est plutôt l'accentuation de certains enseignements, enfin, de l'accentuation de certains objectifs qui avaient déjà été très présents dans Horizon 2020. Donc, soutenir l'innovation radicale. Et là, ça sera renforcé dans Horizon Europe avec la création notamment du Conseil européen de l'innovation. Voilà, les missions, il y avait déjà des missions définies dans Horizon 2020 et elles sont accentuées, donc je les ai présentées en début de webinaire. La volonté de la Commission européenne aussi d'intensifier la coopération internationale avec beaucoup plus de coopération. Donc internationale, c'est en fait avec des pays tiers en dehors des pays membres de l'Union. Accentuer l'ouverture et donc développer une politique de sciences ouverte. Également de rationaliser le cadre de financement. Donc ça, on y viendra en fin de webinaire. C'est ce que l'Europe a traduit dans Horizon Europe par de nouveaux partenariats et une approche vraiment développée en matière de partenariat. Voilà, et toujours encourager la participation et développer l'excellence. Voilà, une planche sur les deux concepts dont je viens de parler, la coopération internationale. Voilà, donc on va trouver dans le programme Horizon Europe beaucoup d'appels qui sont ouverts à la participation internationale et des actions vraiment ciblées, intensifiées, avec des pays tiers ayant bien sûr de bonnes capacités en matière de sciences, de technologie, d'innovation. L'open science, c'est aussi, alors c'était déjà en cours dans Horizon Europe, donc l'obligation de publier un maximum en accès ouvert. Voilà, avec l'obligation dans les projets de fournir un data management plan sur un principe donc de données facilement accessibles, interopérables et réutilisables, et la création aussi d'un European Open Science Cloud. Je rentre maintenant dans le vif du sujet avec la description des différents piliers d'Horizon Europe. Donc, un pilier 1 qu'on trouvait déjà dans Horizon 2020, qui est dédié à l'excellence scientifique. Là, on va trouver bien sûr le programme de l'ERC, donc le European Research Council, là où on va trouver du financement pour des actions de recherche fondamentale. Donc, c'est un programme scientifique blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet prédéfini, on propose son sujet. On va trouver toujours pareil le programme Marie Curie, donc qui est consacré à la mobilité et à la formation des chercheurs, qu'ils soient de secteur public ou privé, donc de nombreux appels à projets pour cette mobilité des chercheurs, et également des actions dédiées au développement d'infrastructures de recherche d'envergure mondiale qui seront donc de plus en plus intégrées et interconnectées. Le pilier 2, donc là, on va trouver des clusters. Alors, vous allez me dire, ce terme est décidément très galvaudé. Mais bon, c'est le terme qui a été utilisé par la Commission européenne. Donc, ces clusters sont en fait des gros programmes de travail qui doivent répondre à des challenges mondiaux et des challenges importants pour la compétitivité industrielle de l'Europe. Donc, 6 clusters dans ce pilier 2, un dédié à la santé, un dédié à la culture, à la créativité et aux questions de société inclusive.
un cluster 3 sur la sécurité civile pour la société, un cluster 4 qui va contenir les actions dédiées au numérique, à l'industrie et au spatial, un cluster 5 sur le climat, l'énergie et la mobilité. Le transport est traité sous l'axe mobilité, et un cluster 6 qui va être dédié à tout ce qui est alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc, vous voyez que c'est vraiment des gros programmes de travail. Alors ici, je rentre un petit peu en détail sur chacun des clusters, rapidement quand même. Donc un cluster 1 qui est dédié à la santé. Donc la santé tout au long de la vie, tout ce qui est déterminant en matière de santé environnementale et sociale, tout ce qui va concerner les maladies rares et non transmissibles, les maladies infectieuses, puis aussi un volet dédié à la e-santé, avec les outils, les technologies, les solutions numériques pour la santé et les soins, y compris la personalized health, et également un chapitre dédié au système de soins de santé. Donc, vous voyez ici que, bien sûr, ce programme du cluster 1, il est très fortement lié à la mission cancer, hein, avec un objectif de 3 millions de vies sauvées d'ici à 2030. Et il y a également plusieurs PPP, donc ces fameux partenariats dont je vous parlais en début, donc les partenariats publics-privés, donc qui sont liés au cluster 1, dont un qui s'appelle, c'est le successeur d'IMI, qui s'appelle IHI, Innovative Health Initiative. Le cluster 2, donc dédié à la culture, à la créativité et la société inclusive. Donc là, l'objectif, c'est de développer des actions liées à la démocratie et à la gouvernance, dédié également au patrimoine culturel, de manière à tout ce qui tourne autour de la promotion de l'héritage culturel, notamment via la transformation digitale. Hein, ça, c'est un peu un leitmotiv, hein, la transformation digitale qui va rythmer Horizon Europe. Hein. Et un dernier chapitre qui va concerner les transformations économiques et sociales, donc promouvoir la croissance, l'égalité des sexes, corriger les inégalités, développer la productivité et soutenir la solidarité intergénérationnelle. Le cluster 3 est là, donc je pense que pour les acteurs d'Aerospace Valley, on commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc ça, c'est tout ce qui est sécurité civile pour la société. Donc comment rendre les sociétés plus résilientes aux catastrophes, donc tout ce qui est gestion des risques de catastrophes, hein, de tout genre, environnemental, industriel, malveillante, l'intervention d'urgence, la maîtrise des risques donc chimiques, nucléaires, etc., CRBN, et lutte contre les pandémies, ça tombe bien, on en a besoin. Tout ce qui va concerner la protection et la sécurité également, donc protection des frontières extérieures de l'Union, des espaces publics, rendre nos infrastructures critiques plus résilientes et sécures, tout ce qui concerne la sécurité maritime et la lutte aussi contre le crime et le terrorisme. Et enfin, un dernier chapitre sur la cybersécurité, avec notamment l'utilisation des technologies de l'IA, de cryptographie, de big data, de quantique. Hein, et dans cet axe cybersécurité, des actions pour soutenir nos forces d'intervention et autorités publiques. Alors, je précise que cette sécurité, c'est uniquement pour les applications civiles. Néanmoins, les technologies duales peuvent aussi concourir sur ce cluster 3. Alors, le cluster 4, donc, excusez-moi, je reviens. Donc, le cluster 3, évidemment, notamment les acteurs des drones, hein, vont trouver ici de nombreuses applications pour leur technologie, ainsi que, bien sûr, les acteurs de l'IA et d'autres acteurs également. Le cluster 4, il concerne le numérique, l'industrie et l'espace. Donc, on a sur ce cluster 4 vraiment une très grande richesse d'actions. Hein. Vous voyez, l'envergure technologique de ce cluster est très large. Donc, on va avoir des sujets qui vont concerner les technologies de fabrication, les technologies numériques, les fameuses QETS, que nous trouvions aussi dans Horizon Même, technologie générique émergente, tout ce qui va concerner les matériaux avancés, l'IA et la robotique, l'Internet nouvelle génération, l'informatique de pointe et les mégadonnées, les industries circulaires, hein, la circulaire industrie aussi est traitée dans ce cluster, bien sûr les industries propres et à faible intensité de carbone, et tout un volet dédié au spatial,
Alors, y compris observation de la Terre et bien sûr tout ce qui est technologie de communication Galileo. Donc, l'idée de la Commission européenne à travers ce cluster 4, c'est vraiment de renforcer la compétitivité industrielle et la souveraineté technologique de l'UE sur des secteurs clés. Et ça aussi, c'est un sujet absolument d'actualité. De renforcer aussi les investissements pour des technologies clés génériques. Et à noter que quand même, les chiffres de l'Europe, c'est que 10% du PIB de l'Union européenne est dépendant de l'utilisation des services spatiaux. Donc, de nombreux partenariats sont aussi liés à ce cluster 4. Hein, j'y viendrai en fin de webinaire. Un qui est dédié, par exemple, au High Performance Computing, un qui est dédié à la robotique, la photonique, les transports, la métrologie. Le cluster 5, c'est aussi un gros paquet dans Horizon Europe. Il concerne le climat, l'énergie, la mobilité. Donc, l'idée dans ce cluster 5, et vous en avez sûrement entendu parler, c'est de développer le paradigme en fait du European Green Deal. Donc, rendre l'Europe plus verte. Donc, tout ce qui va, ce cluster 5 va comporter des appels qui vont être liés aux sciences du climat et aux solutions pour une société climatiquement neutre et résiliente. Tout ce qui est solutions intersectorielles pour la décarbonation, également des appels liés au système énergétique rentable, donc pour réduire les gaz à effet de serre et avec une forte accentuation sur tout ce qui est énergie renouvelable. Donc décarbonation du système énergétique aussi, des énergies renouvelables propres. Des solutions compétitives et à faible émission de carbone pour tous les modes de transport. Donc là, on va trouver quelques sujets pour l'aéronautique, donc sur un transport aérien plus propre et la mobilité en général, avoir des systèmes de mobilité sans rupture, intelligents, sûrs, accessibles et inclusifs. Donc, l'objectif de l'Europe à travers ces actions, c'est d'atteindre la neutralité climatique en 2050. La mission Climate Neutral and Smart Cities est également liée à ce cluster, ainsi que la mission sur le Climate Change et la transformation sociétale. Et on a là aussi 11 partenariats qui sont liés à ce cluster 5. Donc, il y en a sur le transport, particulièrement le véhicule autonome et connecté. On en a sur l'hydrogène, on en a sur les batteries, par exemple. Le cluster 6, lui, est dédié à l'alimentation, la bioéconomie, tout ce qui est ressources naturelles, agriculture, environnement. Là aussi, il y a beaucoup de sujets. Donc, on va trouver dans ce cluster 6 des actions dédiées à l'observation de l'environnement, à la biodiversité, aux ressources naturelles, à l'agriculture, sylviculture et zones rurales, mer, océan, eau continentale, système alimentaire, système de bioinnovation dans la bioéconomie et tout ce qui est aussi lié au système circulaire. Donc là également, la mission océan et la mission sol donc sont bien sûr liées à ce cluster. Et on a là aussi des partenariats liés à ce cluster, notamment l'IA pour l'agriculture, un partenariat sur la bioéconomie, sur de l'eau pour tous, la santé animale. J'en ai fini pour la description du pilier 2. Le pilier 3, lui, donc c'est un pilier qui est dédié à l'innovation, mais sans thématique, on va dire, hein, l'innovation au sens large. Donc, l'idée dans ce pilier 3, c'est de stimuler vraiment les percées créatrices de marché et les écosystèmes propices à l'innovation. Donc là, vraiment financer les innovations disruptives. Donc, dans ce pilier 3, on va trouver 3 grands chapitres, 3 grands sous-programmes. Donc, le Conseil européen de l'innovation, qui est donc la nouveauté, donc l'EIC. Alors, on a déjà eu des appels à projets un peu pilotes. Hein, certains d'entre vous connaissent déjà le IC Accelerator. Donc là, le IC Accelerator, bien sûr, il va s'effectuer à travers ce Conseil européen d'innovation. Donc, le but de ce Conseil européen d'innovation, c'est de soutenir les innovations ayant un fort potentiel technologique, révolutionnaire et commercial. Ensuite, on a un volet dédié aux écosystèmes européens d'innovation. Donc là, établir des connexions entre acteurs régionaux et nationaux qui sont là en soutien de l'innovation. Et l'EIT, certains d'entre vous connaissent, les KIC,
eh bien, l'EIT rejoint le programme cadre dans sa structure programmatique et donc devient un sous-chapitre du pilier 3. L'EIT, donc, c'est le programme qui a pour but de rassembler les acteurs du triangle de la connaissance, qui sont la recherche, l'éducation et l'entrepreneuriat, pour favoriser l'innovation. Donc, plus en détail, l'EIC, donc le European Innovation Council, donc comme je vous disais, il a été testé en mode pilote depuis 2018 dans Horizon 2020. Le but de l'EIC, c'est de soutenir des innovations donc, de nature disruptive et radicale, ayant un fort potentiel et qui sont un potentiel d'expansion, donc c'est un fort potentiel business, commercial, et qui sont trop risqués pour les investisseurs privés. Donc là, la Commission européenne veut vraiment soutenir ce que les investisseurs privés, pour la raison de risque, ne soutiennent pas. Donc, dans ce pilier 3, il y aura 70% du budget qui sera alloué à des PME. Ces innovations, en fait, ce n'est pas forcément que des innovations en termes de produits. Ça peut concerner les procédés et les services. Et ce pilier 3, il sera ouvert à tout type d'acteurs. Donc, soit les PME en majorité, puisqu'il y en a 70% du budget qui ira à ces PME, mais pas que. Hein, les universités ou les grands groupes, les académiques en général, pourront trouver des appels à projets dans ce pilier 3. Pourquoi? Parce qu'on va trouver, en fait, dans ce pilier 3, trois grands types de projets. Le IC Pathfinder, donc de la subvention pour des projets très early stage, recherche amont, donc TRL1 à TRL4. Pour les académiques qui m'écoutent aujourd'hui, c'est les anciens FET, les anciens Future and Emerging Technologies d'Horizon 2020 qu'on retrouve à travers cette EIC Pathfinder. Ensuite, on a un EIC Transition qui est intermédiaire, qui donc va distribuer des financements, un grant, c'est des subventions, pour le développement et la validation de technologies du TRL4 à TRL6. Alors, je devance un peu vos questions. Est-ce que ce que vous connaissiez, qui est le Fast Track to Innovation, est-ce qu'on le retrouve là-dedans? Pas tout à fait. On pourrait le retrouver ici. C'est un peu l'objectif, sauf que le TRL ne correspond pas. Donc, malheureusement, je pense que ce Fast Track to Innovation, je ne suis pas sûre qu'on le retrouve en l'état dans Horizon Europe, mais c'est encore pas finalisé. Hein. On saura tout ça dans les prochaines semaines. Et bien sûr, le fameux IC Accelerator, donc l'ancien instrument PME, qui est vraiment réservé aux PME seules, et qui va distribuer de la subvention et de l'equity, c'est-à-dire de l'investissement en capital, pour des projets à partir du TRL 6 jusqu'au TRL 8. Alors, je précise donc que cet EIC Accelerator, il est toujours mono-applicant, c'est-à-dire que c'est une seule PME qui peut déposer un projet à l'EIC, alors que ces projets Pathfinder et Transition sont des projets collaboratifs. Pilier 3, oui, c'est ça, pilier 3. Donc, le deuxième sous-chapitre de nouveau, c'est l'EIE. Il s'appelle donc European Innovation Ecosystem. Il part d'un constat de la Commission qui est que le paysage de l'innovation européenne, notamment des acteurs qui supportent l'innovation et qui aident à l'innovation, sont très fragmentés en Europe. Donc, la Commission européenne a voulu, avec ce programme EIE, faciliter la coordination, la coopération, la connectivité de ces différents acteurs. Donc qu'ils soient publics ou privés, nationaux, locaux ou européens, et encourager l'échange de compétences et d'informations de bonnes pratiques à travers ces projets. Donc l'idée, c'est de développer des actions, des programmes, notamment autour du Business Acceleration. Voilà, ils ont créé aussi dans ce programme des outils spécifiques, l'Innovation Radar, l'Horizon Results Platform, aussi dans des actions liées à la réglementation pour les startups en Europe, des actions pour développer l'entrepreneuriat et des actions pour renforcer l'accès au capital, investissement et le scale-up. Voilà, donc là, je dirais que c'est plutôt pour des appels à projets pour des acteurs comme le pôle Aerospace Valley, l'association, ou pour les agences d'innovation, ou voilà, c'est plutôt pour des acteurs, les consultants aussi peuvent trouver des projets qui les concernent dans ce pilier 3.
Et dernier, pardon, dans cette EIE. Donc, dernier point, donc c'est l'EIT. L'EIT, donc c'est les KIC, hein, pour ceux d'entre vous qui sont familiers. Donc, c'est le European Institute of Innovation and Technology. L'objectif, comme je l'ai dit, donc c'est d'articuler la recherche, l'innovation et l'éducation afin de renforcer la capacité d'innovation de l'Europe. Les outils, les outils de cette EIT, c'est les KIC, hein, les Knowledge and Innovation Communities en anglais, qui sont, chacune de ces KIC sont dotées de CLC, pardon pour tous ces acronymes, mais ça, c'est les joies de l'Europe, donc des Collocation Centers, qui sont donc des espèces de pôles géographiques qui sont situés au sein des pays partenaires de KIC. Les activités menées par les KIC sont les suivantes, donc Education, des projets autour de la formation diplômante et la formation continue, des actions liées au transfert de technologies pour accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes et des actions sur l'entrepreneuriat pour développer l'innovation et l'entrepreneuriat. Il y a actuellement 8 EIT qui sont en cours, puisque les EIT, donc le programme a démarré il y a quelques années. Donc, on a l'EIT climat, le digital, une EIT sur l'inno-énergie, sur les raw materials, sur la santé, sur la food, sur le manufacturing et la dernière en date sur la urban mobility. Donc, nous, Aerospace Valley, on est membre de l'EIT Manufacturing. C'est ma collègue Anna Kaisa-Sahari à Bordeaux qui gère ce programme avec 2 autres collègues. Et on est également partenaire de l'EIT Climat. Là, c'est les permanents du spatial qui sont en lien avec l'EIT Climat. Donc, à venir, on sait qu'il y aura en 2021 ou 2022 un autre appel à projet EIT qui devra concerner les industries culturelles et créatives. Et donc, la nouveauté, hein, c'est que les EIT, désormais, sont considérés comme des partenariats institutionnalisés dans Horizon Europe. Alors, Horizon Europe, vous voyez, c'est donc ce grand programme, mais il faut savoir qu'il est également en synergie avec de nombreux autres programmes de l'Union européenne. Je pense par exemple à la PAC, je pense au programme LIFE, au programme Erasmus. Vous avez ici tout le FEDER, bien entendu. J'ai rajouté le Fonds européen de défense qui n'apparaissait pas dans cette liste. Bon, voilà, donc vous avez tout un tas d'autres programmes hein, qui peuvent avoir aussi des actions en lien avec l'innovation de ces secteurs. L'objectif, c'est aussi de créer plus de synergie, hein, d'harmonisation sur les règles, parce que Horizon Europe, c'est très cadré, ça a des règles de fonctionnement très claires. Puis après, tous ces programmes ont aussi leurs règles de financement, donc de fonctionnement, donc de financement aussi. Donc l'idée de l'Europe, c'est quand même de renforcer l'harmonisation et la synergie entre ces programmes et d'obtenir aussi de la cohérence et de la complémentarité. Une petite planche rapidement sur un de ces programmes qui est là, qui s'appelle InvestEU, qui est un programme qui concerne aussi la recherche et l'innovation, mais qui a pour but d'encourager les investissements privés. Donc là, on va trouver des prêts, notamment, qui fonctionnent grâce à des fonds, qui sont par exemple le fonds InvestEU. Il n'y a pas de distorsion de marché sur ce programme, puisque en fait, c'est uniquement pour remédier au déficit de financement de la chaîne de la recherche et l'innovation en raison du risque. Donc là, on va trouver des investissements, donc des budgets réservés à des investissements donc à hauteur de 200 milliards d'euros. Voilà, donc je ne m'étale pas, ça mais sachez que c'est un programme qu'il faut aussi regarder lorsque vous voulez solliciter l'investissement privé. Et j'en viens donc à la fin de ma présentation qui concerne les partenariats européens. Alors, ces partenariats, donc je les appelle parfois PPP, partenariats public-privé, mais le terme consacré, c'est les European Partnerships, sont des programmes hein, de recherche et développement et innovation qui sont donc rattachés, intégrés dans le Strategic Plan d'Horizon Europe. À noter qu'il y en a eu 49 qui sont venus toquer à la porte de la Commission européenne pour justement être rattachés à ce programme cadre. Ils sont bien sûr, ils ne sortent pas de nulle part, ces partenariats. Ils sont liés au cluster du pilier 2, la santé, le digital, l'industrie, l'espace, climat et la food et bioéconomie, etc., agriculture que je viens de présenter. Il y a aussi certains partenariats qui sont cross-thématiques, hein, qui vont concerner plusieurs secteurs. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous un Strategic Research and Innovation Agenda qui va
rythmer en fait leur programmation avec des objectifs clairs. Ils sont inscrits dans les textes de régulation d'Horizon Europe et ils bénéficient tous d'une contribution de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a du financement européen dans ces partenariats. Ceci dit, ils sont très différents dans leur mise en œuvre, notamment parfois au niveau des règles de participation et surtout du calendrier. Voilà, donc ici, je vais pas m'étaler sur ces caractéristiques, je viens de vous les présenter. Ce qui est important dans cette planche, c'est qu'on va trouver dans ces partenariats 3 types de partenariats. Et chaque type correspond, je dirais, à une maturité. C'est-à-dire que les partenariats, ils commencent par être coprogrammés. Donc là, ce sont des acteurs européens qui, en fait, s'entendent pour travailler de manière commune sur un programme. Mais ce programme, ils vont le mettre en œuvre de leur côté et la Commission européenne peut commencer à le mettre en œuvre dans Horizon Europe. Deuxième étape, un peu plus, je dirais, mature, c'est les cofinancer. Donc, toujours pareil, ils ont un programme commun. Mais là, ils commencent à s'engager ensemble pour contribuer financièrement à ce programme. Ce n'est plus des financements individuels, ça va être de la mise en commun de financement. Et dernière étape, et dernier, je dirais, degré de maturité, c'est les institutionnaliser. Ceux-là, ils font carrément l'objet d'articles et ils sont vraiment, je dirais, pas indépendants complètement, parce qu'ils doivent quand même rendre des comptes à la Commission européenne puisqu'ils reçoivent du financement européen, mais néanmoins, je dirais, ils implémentent leur programme. Donc, c'est par exemple le Clean Aviation, c'est un partenariat institutionnalisé. Les EIT sont des partenariats institutionnalisés. Alors, comme il y en a 49, vous doutez qu'on a dû les classer par ordre d'intérêt pour nos membres, parce qu'on ne va pas surveiller tous ces partenariats. Voilà. Donc, on a établi chez Aerospace Valley des niveaux de surveillance, c'est-à-dire que vraiment, on va, certains, donc niveau 1, intérêt fort, on va vraiment regarder de plus près quelles sont leurs programmations. Donc, on va commencer quand même par les partenariats institutionnalisés. Donc, Clean Aviation, beaucoup d'entre vous le connaissent, ça sera le successeur de Clean Sky 2. Integrated ATM sera le successeur de César. Il y en aura un qui va concerner le véhicule autonome et connecté qui est nouveau. Le successeur d'Excel qui va concerner les Key Digital Technologies. Et bien sûr, les 3 EIT dont j'ai parlé, climat, manufacturing, urban mobility. Puis, on aura un partenariat cofinancé concernant l'agriculture, l'observation spatiale, les observations environnementales pour une agriculture durable. Là, on a beaucoup d'acteurs du spatial qui ont des technos intéressants pour ce défi. Et puis, les coprogrammés, donc il y a donc le AI Data Robotics. Made in Europe, c'est tout ce qui concerne l'industrie du futur, industrie 4.0. Et peut-être, je l'ai mis en to be confirmed parce qu'il n'est pas sûr qu'il voit le jour, ce partenariat, sur les systèmes spatiaux. Niveau 2, alors entre le niveau 1 et niveau 2, il pourrait y avoir peut-être des modifications. Donc, on va trouver dans le niveau des partenariats institutionnalisés le successeur de Shift to Rail, qui s'appellera Transform Rail. Un partenariat sur l'hydrogène propre, qui sera le successeur de FCH. Un partenariat sur les Smart Networks and Services, un sur la métrologie, et 2 EIT sur les inno-énergies et les matières premières. Puis, des partenariats co-funded, un qui sera la suite des Smart Cities, un qui sera nouveau, qui va concerner l'accélération du système agriculture et des transitions, et un également qui va concerner la biodiversité. Puis, des coprogrammés, un sur les batteries, un sur l'économie circulaire, un sur la photonique, qui était déjà en cours dans Horizon Europe, Horizon 2020, pardon, et un qui va concerner sur la bioéconomie. Donc, vous voyez, par exemple, si on considère qu'il y a beaucoup d'adhérents chez Aerospace Valley qui sont intéressés par l'hydrogène ou le rail, ces 2 programmes, on va les monter en niveau 1. Cette étude est encore modifiable chez Aerospace Valley. Et puis en niveau 3, ceux qu'on va moins surveiller parce que quand même ils concernent beaucoup moins nos adhérents. Donc les institutionnalisés, c'est le High Performance
computing, pardon, la santé, bon, même si on a des acteurs sur les santé, mais c'est pas quand même une masse critique importante. Voilà, donc je m'étale pas là-dessus, vous aurez mes planches, je vais gagner un peu de temps, voilà. Clean Aviation, là j'ai fait quelques planches assez rapidement sur ces partenariats institutionnalisés. Donc, Clean Aviation, l'objectif, bon, c'était déjà le cas, mais là, on accélère la décarbonation du transport aérien. Donc, avec un objectif, je rappelle, de Climate Neutral Aviation à 2050. Vous avez ici la structure principale du programme. On va trouver trois gros programmes dans Clean Aviation. Un sur les architectures hybrides électriques et fully électriques, un sur des architectures pour un avion ultra efficace et un qui va concerner les technologies liées à l'hydrogène avec deux démonstrateurs, un sur le Regional Short Range Aircraft et un sur le Short and Medium Range Commercial Aircraft. L'Integrated ATM, c'est la suite de César pour améliorer la coordination sur la gestion du trafic aérien en Europe. Voilà. Alors là, j'attire votre attention sur le fait qu'on va trouver un volet dédié bien sûr à l'IA pour l'aviation. Et aussi, on va trouver le U-Space, c'est la Urban Air Mobility, de nombreux appels à projets dans ce programme Integrated ATM. Celui-là concerne plutôt le véhicule terrestre autonome et connecté. Néanmoins, nous avons chez Aerospace Valley de nombreux acteurs des systèmes embarqués qui vont être intéressés, j'en suis sûre, par ce programme. Vous avez ici le différent découpage donc, de ce programme. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Et ici, je vous ai listé en quelques mots les différents autres partenariats. Donc, le Key Digital Technology, c'est la suite d'Excel. Et là, c'est pour la chaîne de valeur électronique. Améliorer notamment la souveraineté européenne pour ces technologies. Beaucoup d'IA aussi dans ce programme. Le Climate Kick, c'est pour améliorer donc la transition climat du continent européen. Le IT Manufacturing, ben, ça c'est donc là vraiment l'industrie 4.0. La Urban Mobility, bon, son nom parle tout seul, hein, mobilité urbaine dans les espaces urbains. Voilà, l'environnement, l'agriculture durable, beaucoup de possibilités pour les acteurs du spatial, notamment de l'observation de la Terre dans ce programme. La robotique et l'IA. Made in Europe, c'est en fait tout ce qui va concerner aussi, c'est la suite en fait c'est mené par l'EFRA qui est l'association, une association européenne et qui travaille sur le sujet de l'usine future. Ici, vous avez les liens voilà, vous pouvez regarder de l'info plus en détail. Donc, la page Horizon Europe sur le site de la Commission européenne. Sur le site du MESRI, le MESRI, c'est le ministère français de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ils ont aussi une page Horizon Europe en français. Donc, pour une première étape, c'est pas mal. Ils vous expliquent un petit peu tout ce qui va être financé dans ce programme. De l'info sur les European Partnership. Bien sûr, les PCN, donc le PCN Transport dont je fais partie et Aerospace Valley est aussi membre du PCN Espace, donc on est là à votre service aussi pour vous donner cette info. Et on a aussi une page sur le site du ministère. Donc, si vous voulez travailler dans l'agriculture, ben, vous pouvez aussi faire appel au PCN de l'agriculture, idem pour la santé ou l'énergie et tout un tas d'autres secteurs. Voilà, bien sûr, Aerospace Valley, on est à votre disposition pour vous soutenir aussi dans ces projets européens. On a commencé donc à travailler déjà sur le décryptage des work programmes de ces clusters. Vous allez très probablement être contacté dans les prochaines semaines sur ce sujet ou en tout cas voir passer de l'information. Moi, je pense qu'il est important, même si les drafts ne sont pas finalisés, il est important d'ores et déjà de commencer à prendre connaissance
connaissance de tout ça pour gagner un temps précieux ensuite pour le montage de projet, même si les appels ne vont arriver que probablement autour du mois de juin l'année prochaine. Il est important de commencer à se préparer. On vous aide avec un accompagnement Europe qui peut aller de la simple information à une information plus poussée, à une relecture de vos projets. Également, essayer de vous aider, et ça je sais que c'est une demande récurrente des adhérents, vous aider à trouver vos partenaires en Europe. Et là, on travaille aussi là-dessus pour avoir un service de meilleure qualité dans cette recherche de partenariat. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma présentation plénière. Je crois que je suis un peu en retard de 5 minutes sur mon timing. Je m'en excuse, c'est toujours un challenge de faire court sur ces histoires européennes. Maintenant, je pense qu'on peut peut-être passer aux questions. J'ignore s'il y en a beaucoup. Non, alors tu as pris du temps, mais tu as été d'une clarté, d'une limpidité à toute épreuve. Ah, merci. J'ai peu de questions. Ben, parfait. Ou alors, c'est que les gens ont décroché aussi, hein, peut-être. Non. Alors, j'ai une question concernant les EIC collaboratifs. Oui. Alors, est-ce que le critère de 70% pour une PME, ça doit être respecté par projet ou alors c'est globalement? Alors, le IC Accélérateur, de toute façon, il est que pour une seule PME, c'est-à-dire c'est un type de projet mono-applicant. Donc, il y a seulement une PME qui peut déposer une candidature au IC Accélérateur. Et 70%, c'est le taux de financement de l'EIC Accélérateur parce que l'Europe considère que l'EIC Accélérateur, c'est un type d'action Innovation Action. Et donc, les Innovation Action à l'Europe sont financées à 70% pour les For Profit Entities. Donc oui, c'est toujours… Et ça, je pense que ça va. Alors, je crois qu'on peut dire, même si ce n'est pas complètement finalisé, que ces taux de financement vont perdurer pour Horizon Europe. Ensuite, j'ai une question sur les EIT et notamment, est-ce que Aerospace est partenaire de l'EIT Urban Mobility? Et donc, est-ce que du coup, tu peux faire un point sur les partenariats? Les partenariats, actuellement, nous avons, donc je l'avais mentionné sur ma planche, nous sommes partenaires de 2 EIT. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux autres, hein, on regarde ce qu'ils font, mais on est vraiment impliqué de manière plus active. Donc, dans l'EIT Manufacturing, on est membre de l'EIT Manufacturing. Donc, comme je l'ai dit, c'est Anna à Bordeaux qui gère ce programme avec Oriana et Anne. Donc, on est membre, donc on participe vraiment à l'élaboration des programmes, etc. On lance régulièrement aussi des appels sur cette EIT Manufacturing avec nous, bien sûr, nos partenaires européens. Et pour l'EIT Climat, on a un accord, on n'est pas membre à proprement parler de l'EIT Climat, mais on a un accord de coopération. Voilà, donc là aussi, on est, je dirais, un peu plus au cœur des discussions. Pour l'EIT Urban Mobility, on n'est pas membre. On a certains de nos membres, de nos adhérents qui sont membres de l'EIT Urban Mobility. Voilà, donc je dirais que les EIT où nous ne sommes pas membres, on va les regarder, les observer néanmoins comme des guichets intéressants pour le financement des projets d'innovation de nos adhérents. Je reviens sur ma question précédente sur les programmes de l'EIC. Oui. Parce que voilà, la question porte bien sur les programmes collaboratifs qu'il y a dans le… Alors, dans l'EIC, il y a trois. C'est l'EIC Pathfinder et l'EIC Transition. Effectivement, oui, ce sont des projets, pour le coup, là, collaboratifs. Et là, au niveau du taux de financement, là, il faut que je prendrai la question, j'invite la personne qui a posé cette question à m'écrire, de manière à ce que je regarde de plus près dans le programme de travail, parce qu'il y a fort à parier néanmoins qu'ici, on soit plutôt sur un financement à 100%, vu qu'on est sur je dirais, des projets à TRL bas. Voilà. Mais le IC Accélérateur, ça sera du 70%. Pour les forts… Alors, petit aparté, les taux de financement, il y en a deux dans les projets européens. C'était le cas dans HVMS, ça perdurera dans Horizon Europe. Il y a du 100% ou du 70%. Quand on est un académique, qu'on est donc une non-profit entity, donc on est un académique ou une association parfois, on est toujours financé à 100% qu'on candidate sur des actions RIA ou IA. En revanche, quand on est une for profit entity, ce qui est le cas
bien sûr des entreprises qui font du chiffre d'affaires. Quand on candidate sur une RIA, on est financé à 100%. Mais quand on candidate sur une IA, qui est donc pour développer des innovations plus proches du marché, le taux décroît à 70%. Ensuite, une question sur les partenariats. Oui. En fait, quels sont les types de partenaires qui ont été en fait, se présenter à la Commission européenne? Est-ce qu'on est sur des académiques, sur des industriels? De tout. On est de tout. Alors, moi, je dirais quand même, je pense, mais bon, j'ai pas de chiffres qui étayent ce propos, c'est un sentiment personnel, je pense que quand même, les partenariats sont beaucoup plus drivés par l'industrie. On va trouver, je pense, majoritairement des industriels dans ces partenariats, mais on a aussi de nombreux académiques et centres de recherche. Donc, ces gens sont des gens donc, qui sont partout en Europe. Ces entités sont partout en Europe. Elles ont un point commun entre elles, c'est qu'elles partagent le même intérêt pour une thématique, un secteur, une innovation. Et elles sont déjà quand même très européanisées aussi, ces entités. Voilà. Donc, elles sont déjà placées, je dirais, sur la scène européenne. Et elles se sont mises ensemble donc, pour former ces partenariats. Mais alors là-dessus, l'Europe était quand même assez transparente. Et si vous tapez sur Google, vous tapez le nom des partenariats, vous allez avoir la plupart du temps des sites web et vous allez avoir les noms des entités qui sont membres déjà de ces partenariats. C'est très, en général, assez transparent. Voilà, alors moi, je n'ai pas pu rentrer dans le détail, évidemment, parce que sur une heure, c'est compliqué, vous pouvez imaginer. Néanmoins, voilà, vous allez trouver l'info en ligne assez facilement. Et si vous ne la trouvez pas, revenez vers moi et j'essaierai de vous aider à la trouver. Effectivement, c'est intéressant de voir qui sont les acteurs qui sont déjà intégrés dans ces partenariats. Puisqu'on est sur cette page, est-ce que Clean Hydrogen va fonctionner de la même façon que Clean Sky avec des appels à projets? Oui, alors oui, ça, on peut dire qu'il va fonctionner, il va lancer des appels à projets. Après, les modalités pour répondre à ces appels à projets peuvent varier. Je prends un exemple sur Clean Aviation. Quand Clean Sky donc, lançait ses appels à projets, notamment pour les PME, eh bien, il y avait une dérogation qui permettait aux PME, qui permettait aux répondants de répondre seuls sur un appel Clean Sky ou de répondre même en franco, avec des entités du même pays. Ça, il faut savoir que c'est une dérogation que la Commission européenne avait accordée à Clean Sky. Bon, j'espère, je croise les doigts pour que cette dérogation perdure dans Clean Aviation, parce qu'elle est quand même toujours très scrutée par l'Europe, parce que il faut comprendre que l'Europe, la Commission européenne, elle a pour vocation majeure de développer des projets collaboratifs entre plusieurs pays. Donc, bon, quand on accorde cette dérogation-là, voilà, on est un peu à l'encontre de ce qu'on préconise. Donc, ça, c'était, vous voyez, le fonctionnement de Clean Aviation. Si je prends Shift to Rail, par exemple, Shift to Rail, là, il fallait être en partenariat européen. Vous voyez, c'était vraiment les règles pures de la Commission européenne, 3 entités de 3 pays membres, etc. Donc voilà, donc les appels à projets, il y en aura, notamment, comme j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, via les partenariats institutionnalisés. Ce sont les programmes qui vont lancer leurs appels parce qu'ils ont atteint, je dirais, la maturité suprême d'un partenariat qui est le statut d'institutionnalisé. Donc oui, ces partenariats institutionnalisés vont lancer des appels. La complexité pour nous autres, c'est de suivre le calendrier parce que, évidemment, ils n'ont pas un calendrier commun. Ensuite, quelle est la différence entre le programme Espace présenté en page 10 et le cluster 4 du pilier 2 qui mentionne aussi le programme Espace, il faut comprendre qu'il y a certains sujets qui sont traités par Horizon Europe dans le cluster, mais il y a aussi au niveau des DG de la Commission européenne des financements pour des actions liées à l'espace. En fait, c'est un peu comme, alors je ne sais pas comment je pourrais illustrer ça. Le programme spatial ici, c'est carrément traiter
Alors, avant, c'était la DG Gros dans la Commission européenne qui gérait le spatial. Depuis peu, il y a eu une nouvelle DG qui a été créée, qui s'appelle la DG Défi, et qui va gérer les affaires de défense et les affaires de spatial à la Commission européenne. Donc, ces DG, elles ont aussi des programmes de financement. Et on peut trouver, non mais ce ne sont pas des appels, on va dire, d'Horizon Europe, du programme 4 de recherche et d'innovation. Néanmoins, il y a aussi des financements à l'intérieur de ces DG. Donc la transition est toute faite, puisqu'en fait, l'industrie de la défense semble assez peu concernée par les financements présentés. Y a-t-il malgré tout des possibilités dans ce domaine? Oui, il y en a beaucoup, puisque quand même, il ne vous aura pas échappé qu'il y a du budget réservé. Alors, ça peut-être pas, ça vous a échappé, mais ici, vous voyez, le budget de la défense, il est quand même, bon, ils sont baissés par rapport à ce qu'ils ont demandé, mais enfin, il est quand même à 7 milliards pour la durée 2021-2027. Donc là, il y a effectivement le Fonds européen de défense qui, alors je ne l'ai pas mentionné ici parce qu'encore une fois, je manque de temps, mais je pense qu'on va revenir vers vous certainement avec un webinaire d'information dans les prochaines semaines ou prochains mois sur ce Fonds européen de défense. D'autant plus que nous avons récemment recruté une responsable défense qui s'appelle Christelle Doudiès, qui est basée à Bordeaux, qui est une ex de la DGA, donc qui connaît bien le monde de la défense, et qui en fait, avec qui je travaille donc pour ce qui est financement européen. Donc oui, il y aura donc du budget, 7 milliards pour la période 2021-2027 pour la défense à travers le Fonds européen de défense. Donc ceux qui se profilent, parce qu'il y a déjà eu des appels à projets sur ce domaine, donc ce qu'il y aura, grosso modo, mais très grosso modo, il y aura un programme dédié aux actions préparatoires de recherche pour la défense, donc des projets un peu amont, donc le PADR dans le jargon, et un programme dédié à l'industrie de défense pour le financement de développement d'innovation vraiment à vocation industrielle qui s'appelle le DIDP. Voilà, donc on va conserver ça pour la future programmation et là on est en train au niveau de, donc avec Christelle, on va collecter de l'info pour pouvoir vous la diffuser dans les prochaines semaines. Merci. Donc, on va rapidement, il reste 3 questions, donc on va finaliser là-dessus. Bonjour. Donc, d'après la présentation, il n'y a pas vraiment de successeur au Fast Track to Innovation. Donc, malheureusement, c'est un peu ce qui se profile et je le regrette. Et d'ailleurs, j'ai fait remonter ça au niveau du ministère français parce que je considère, et les pôles en général vont le regretter parce que le Fast Track, bon, même s'il restait quand même assez difficile d'accès, c'est un peu comme l'instrument PME, c'est des taux de succès qui malheureusement sont assez bas. Néanmoins, c'était vraiment, je trouve, un instrument important pour l'industrie. Voilà, et les pôles, on est quand même aussi beaucoup de représentants de l'industrie. Voilà, donc malheureusement, alors bon, ça reste encore à confirmer, mais on ne va pas le retrouver, en tout cas tel qu'il était dans Horizon. Et du coup, le IC Transition que tu as évoqué, le IC Transition pourrait... c'est du collaboratif, mais un TRL plus bas. Oui, mais avec un TRL plus bas. Donc, bon, après, c'est le TRL, c'est vrai que c'est pas non plus toujours une science exacte. On peut jouer, mais le TRL, le Transition, le IC Transition, en fait, il va être pour des activités du TRL 4 à 6. Alors, on est sur du collaboratif. Et du collaboratif. Et du collaboratif aussi, je précise un peu dans le style du fast track, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas être beaucoup. Le fast track, il fallait être minimum 3, maximum 5. On va rester sur ce modèle de consortium dans le IC Transition, mais on va avoir 2 choses qui vont différer. C'est le TRL, on va être sur un TRL plus bas. Et aussi, ils veulent financer dans cette IC Transition des suites de projets qui ont soit des projets qui ont fini leur Pathfinder, soit des projets qui viennent d'ailleurs et qui peuvent trouver une suite ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces 3 outils, la Commission européenne, elle a voulu assurer ce qu'elle appelle le continuum de financement. C'est-à-dire vraiment faire assurer une rythmicité de financement. On démarre le Pathfinder, TRL amont, etc. Puis on fait de la transition, etc. Bon, le Fast Track, ce qu'il y avait d'intéressant,
C'est qu'on pouvait y arriver sans avoir fait un truc avant. Vous voyez, voilà, c'est un peu ce que je regrette. Hein, c'est que parfois, la réalité du terrain fait qu'on n'est pas toujours dans un continuum parfait de financement. Tant qu'on est sur cette slide-là, les 70% du budget qui est alloué au PME, c'est 70% du budget 3? Oui, je crois, oui. D'accord. Et donc, une dernière question qui, moi, me paraît très intéressante. Est-ce qu'il est possible que Aerospace Valley organise des journées de mise en relation des industriels et des universitaires pour démarrer la construction d'un projet? Alors ça, oui, c'est franchement, moi, c'est quelque chose que je préconise. Hein, je trouve que ce sont des binômes intéressants parce que très complémentaires. Voilà, donc oui, ça peut être envisagé. S'il y a des intérêts, je pense que ça. N'hésitez pas, oui, n'hésitez pas à nous remonter, vos idées là-dessus. On est toujours, de toute façon, de manière générale, hein, n'hésitez pas. Voilà, nous, on essaie de mettre à votre disposition des actions, des soutiens. Bon, on a beaucoup d'adhérents, on a parfois du mal à assurer ces actions pour tous. Mais on est toujours preneur, toujours, de vos suggestions et de vos besoins. Moi, récemment, on m'a remonté qu'il y avait vraiment des choses à faire au niveau de la mise en partenariat européen. Et je le crois aussi. Je pense que nous, on a beaucoup de projets qu'on monte, nous, le pôle. On a de nombreux partenaires en Europe. Et je pense que tous ces acteurs-là, il faudrait tous ces partenariats qu'on a noués, il faut qu'on trouve le moyen de les mettre aussi à votre disposition, hein, de les activer pour vous aider à vous internationaliser. Donc oui, si vous avez des idées là-dessus, des souhaits, n'hésitez pas à nous les remonter. Après, nous, voilà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on met en place des actions pour vous aider, on fait de notre mieux, en tout cas, c'est ce qu'on veut arriver à faire. Néanmoins, les projets européens, c'est aussi votre affaire à vous. On ne pourra pas, malheureusement, tout faire pour vous parce qu'il y a une démarche personnelle à entreprendre, il y a un coût. Faire des projets européens, ça veut dire se créer aussi un réseau, son réseau. Pour se créer son réseau, ça veut dire aller aux Infodays organisés par la Commission européenne, prendre part à toutes ces actions, aller à Bruxelles à rencontrer des acteurs de la des décideurs de la Commission européenne, vous voyez, s'investir. Et ça ne peut pas, votre implication, on ne peut pas vous, malheureusement, et c'est beaucoup me demandent ça, de voir les projets qui se montent pour pouvoir s'y insérer. Ça, c'est impossible. Parce que les projets, quand ils se montent, ils ne se dévoilent pas sur la scène publique, ils se font par réseau. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi cette démarche proactive de votre part pour vraiment vous créer votre réseau. Nous, on est là pour vous aider, vous donner des conseils pour élaborer ce réseau. Mais après, ça ne se passera pas sans un investissement personnel et proactif de votre part. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je propose que nous arrêtions là le webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura donné envie aussi de regarder de plus près ces financements européens et surtout dédramatiser parce que nos voisins italiens, nos voisins espagnols, ils ramènent beaucoup plus de financements européens que nous. Et voilà, donc nous, on a en France un très bon taux de succès, mais malheureusement, on pêche par notre manque d'implication dans ces financements européens. Donc voilà, il n'y a pas de raison que si les autres y arrivent, on n'y arrive pas, nous aussi. Voilà, merci à tous, bon appétit et très bon week-end par avance.